La Chine est-elle en train de se substituer au FMI? Elle rend flou de plus en plus souvent les États qui sont au bord de la faillite. Une mission qui incombait jusqu'alors principalement au Fonds monétaire international. Alors la Chine ne supplante pas encore le bailleur universel, mais son poids est devenu considérable. Elle est devenue le second prêteur en dernier ressort après le fonds. Une montée en puissance très récente et extrêmement discrète. On en découvre l'ampleur grâce à une étude publiée hier par un consortium de chercheurs occidentaux. Il faut fouiller les comptes publics des pays concernés pour avoir une idée du phénomène, car Pékin ne diffuse aucune donnée sur ces prêts internationaux. Alors selon ces chercheurs, Pékin a prêté 104 milliards de dollars à des États en détresse entre 2019 et 2021, soit 40% des montants prêtés par le fonds pendant la même période. C'est bien au cours de ces 3 années charnières que la Chine est devenue un acteur incontournable des crises de la dette. Les prêts fournis pendant cette période représentent près de la moitié de son engagement depuis l'année 2000. Mais est-ce que Pékin rend flou ses partenaires de la route de la soie? Oui, Pékin a commencé par contribuer à l'endettement des pays en développement en leur prêtant de quoi construire des ponts, des routes, des chemins de fer, des ports, toutes les infrastructures qui leur faisaient défaut. Des prêts accordés très rapidement sur des montants impressionnants, mais en l'espace de 10 ans, la nature de ces prêts internationaux chinois s'est totalement transformée. 60% des prêts chinois servent aujourd'hui à renflouer les États en détresse financière. Il y a 12 ans, ce n'était que 5% de l'encours. La Chine a donc troqué sa casquette de bâtisseur, de principal créancier, contre celle de pompier. Et un pompier, il faut le dire, en partie pyromane. Ces projets estampillés route de la soie sont souvent pharaoniques, mal calibrés d'un point de vue technique et économique. Ce qui fait que beaucoup de pays aimantés par cette manne se sont retrouvés étranglés par ces chantiers coûteux et parfois complètement ratés. C'est ce qui est arrivé entre autres au Sri Lanka et au Pakistan. C'est donc en partie pour réparer ces errements que Pékin intervient de plus en plus souvent. Oui, et Pékin veut aider des pays qui sont devenus ses alliés et surtout aussi pour soutenir ses propres banques très exposées dans ces pays. Une aide donc très intéressée, très ciblée. La Chine secourt de préférence les pays à revenus intermédiaires, ceux qui conserveront des capacités de remboursement. Et enfin, une aide, il faut le dire, rentable. Le FMI accorde des prêts à 2%, tandis que les prêts chinois sont plutôt à 5%, avec des clauses commerciales, politiques qui restent bien sûr secrètes. Cela dit, l'attitude chinoise n'est pas très originale. Les États-Unis ont pratiqué des taux aussi élevés quand ils ont renfloué les États d'Amérique latine dans les années 80, un rôle que la première puissance mondiale a quasiment cessé de jouer. Alors la Chine, second prêteur après le FMI, c'est ce que vous nous dites, second prêteur en dernier ressort. Comment s'articule l'aide du Fonds monétaire international avec celle de Pékin? Eh bien, assez mal. Selon cette étude, 22 pays bénéficient à la fois des prêts chinois et des prêts FMI. Cela va de l'Égypte à l'Argentine, en passant par le Suriname, le Venezuela, l'Ukraine. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il y ait une quelconque concertation entre les institutions de Washington et l'Empire du Milieu. Pékin privilégie la négociation bilatérale à l'abri des regards externes. Cette opacité explique en partie la lenteur et la complexité des récentes opérations de sauvetage financier.